bien, je vous envoie les secours immédiatement. Salut 95, Pontoise équipe 2, c'est bien reçu. Oh putain, c'est pas possible. Les pompiers! On continue comme ça. La relation à la souffrance et tout ça, on la prend un peu sur le tas aussi. On part sur un homme qui aurait reçu un coup de couteau au visage. Salut 95 de Pontoise qui se présente sur les lieux. Il saigne de quelque part. Allez, on est reparti. Grosse plaie au niveau du front. On pense vraiment à un saignement cérébral. Donc il faut aller vite. Ouais, oui, bah oui, j'ai une fréquence cardiaque qui est pas bien, on y va là. Vous avez mal là, monsieur? Vous entendez? Monsieur? Monsieur? Pontoise, il est 8 h du matin. Angélique commence une garde de 24 heures. Pas le temps d'avaler un café. Une urgence l'appelle déjà. Une intervention incroyable, dont elle se souviendra longtemps. Alors là, on part sur un accident de voiture. Donc le patient est conscient, mais il est toujours coincé dans son véhicule. Donc les pompiers sont en train de le désincarcérer. Et nous, on va retrouver nos collègues qui sont déjà sur place. À une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Pontoise, un jeune homme a perdu le contrôle de son véhicule et a heurté très violemment un des arbres qui bordent cette départementale. Depuis, il est bloqué dans sa voiture. Oh la vache! Oh putain, c'est pas possible. La scène est impressionnante. La voiture s'est littéralement enroulée autour de l'arbre. L'équipe de SAMU, qui pourtant en a vu d'autres, reste sidérée. Mais sans déconner. Mais il roulait à 2000 ou quoi? Je sais pas à combien. Mais c'est horrible. Le conducteur est coincé dans l'enchevêtrement des tôles. Depuis 1h30, les pompiers tentent de le désincarcérer. Aïe, 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 aïe. Respire calmement. Allez, courage. Angélique vient prendre la relève d'Édouard, le médecin du SAMU déjà sur place. Il lui explique la situation. Elle est gravissime. Alors, il est chaud, il est assis, donc il a son dos qui est comme ça. Le cul, Attends, son dos, il est où? Là, la tête, elle est où? La tête, elle est juste ici. Et pour l'instant, on sait qu'il est piégé par les jambes. Donc ça, c'est ses deux jambes, hein, on est d'accord? Il y en a une là comme ça, une comme ça. Et la jambe gauche qui est en dessous. C'est ça. Ouais. Maintenant, l'objectif, ça va être d'ouvrir la bagnole comme ça, de manière à pouvoir le dégager et voilà. Là, on en est. Quoi. D'accord. Le problème, c'est que ça fait maintenant bientôt 2 heures que dans sa bagnole, il commence à se refroidir. Ça va devenir problématique. Tant qu'il reste incarcéré, impossible d'évaluer les blessures du jeune homme. Une seule certitude, il se refroidit dangereusement. La température extérieure n'excède pas 0 degré. Le verglas est d'ailleurs certainement la cause de son accident. Il sort du travail, il roule avec son cousin à la queue leu. Il va pour doubler une voiture, il perd le contrôle de sa voiture, il va s'enrouler autour de l'arbre. Voilà. Et donc là, il est très bien incarcéré. 22 ans que je fais ce métier, ça fait la première fois que je vois un mec aussi bien incarcéré. L'équipe de secours n'en revient toujours pas. La violence du choc a projeté le moteur à plus de 3 mètres du véhicule. Le conducteur a une chance inouïe d'être encore en vie, même si les médecins craignent le pire. On fait notre mieux. T'es vraiment enroulé autour de l'arbre et du coup t'as la portière qui bloque tes jambes. On n'y arrive pas à y accéder. C'est pour ça. On fait vraiment notre mieux. Les pompiers font leur possible pour dégager le jeune homme. Mais ses jambes sont toujours coincées dans la portière, bloquées entre l'arbre et la tôle. Et dès qu'il tente une manœuvre, ils écrasent ses jambes encore davantage. Aïe, 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 aïe. Courage. Allez, respire bien. Il n'y a pas moyen de lui mettre une couverture de survie. C'est des minutes très longues. Parce qu'on est coincé avec ce patient qui est dans le froid. On ne sait pas exactement les blessures dont il souffre. Et en même temps avec la problématique de comment le sortir. Donc c'est vraiment, c'est très long. Pendant que les pompiers continuent leur combat,
Angélique décide d'informer les proches. Son cousin qui le suivait dans une autre voiture et sa petite amie aussi qui vient d'arriver sur les lieux. Je suis le nouveau médecin. Je crois il est encore conscient, je lui parle. C'est pas possible d'être avec lui. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Sa jambe. La jambe, il y a le bras aussi a priori. Donc voilà, c'est tout ça la priorité, c'est sa vie en fait. Ok. Il faut qu'on aille vite. Donc je fais mon maximum pour vous rassurer vous aussi, d'accord. Mais je m'occupe en priorité de lui. Ok. Cela fait maintenant 2 heures que le conducteur est coincé la tête en bas et qu'il souffre de plus en plus. Non. On fait vraiment notre mieux. Allez, on fait au plus vite. On essaie. Angélique s'impatiente, elle aussi, son patient doit être sorti au plus vite de la voiture. Allez, on y va. Ouais, on y va parce qu'il est à 30 le patient, il faut le sortir. Les pompiers parviennent enfin à dégager l'une de ses jambes. T'arrives à déboucher les jambes. Elle est dégagée, ça y est. La jambe droite est sortie, mais il reste à gauche. La jambe gauche reste toujours inaccessible. Ah non, putain, il est presque à bord. On prend là, dégager et là on retire. Voilà, ça y est. On tire et on va pouvoir Ouais, dégager. c'est bon. Alors on est prêts nous à Bastien? Ça y va, ça y va, ça y va, ça y va, ça y va. On peut pas du tout. Si je tire, je fais plus de dégâts que qu'autre chose. Non, c'est bon, tu vas t'en sortir. Le temps presse. Cela fait 2h30 maintenant que le conducteur est bloqué dans son véhicule et l'intervention est loin d'être terminée. Angélique et ses collègues vont devoir encore lutter longtemps pour tenter de sauver la vie de ce jeune homme. Pontoise, préfecture du Val d'Oise, au nord-ouest de Paris. Des interventions en urgence comme celle-ci, plus ou moins graves, le SAMU de Pontoise en réalise près de 4000 par an. L'un des principaux fléaux dans la région, les accidents de voiture. Il a des douleurs qui s'accentuent, il a de plus en plus mal au niveau des côtes. Situé à 30 km de la capitale, Pontoise est au cœur d'un réseau routier très développé. 2 autoroutes et plusieurs routes secondaires sont empruntées chaque jour par des milliers d'automobilistes pour aller travailler. Résultat, collisions et carambolages font souvent des victimes. Vous sentez là quand je vous touche la main là? Là vous sentez ou pas, monsieur? Dans ce département où les grandes agglomérations côtoient des zones profondément rurales, le métier d'urgentiste n'est jamais routinier. Accouchement en urgence, Voilà, très bien. randonneur en détresse. Vous étiez pas avec lui en train de vous promener? Non, Vous l'avez trouvé, on arrivait. Mais il est en arrêt. Face à ces urgences souvent vitales, 130 médecins, infirmiers et ambulanciers doivent agir très vite et n'ont jamais le droit à l'erreur. Monsieur, restez avec nous. Serrez la main droite là. Monsieur, Parmi eux, Aurélie. Après 15 ans de médecine d'urgence, elle est toujours passionnée par son métier. Ça passe là? Allez, go. On va sur la chaise. Ancienne infirmière, Angélique est devenue médecin à 42 ans. Cette femme de tête parle toujours à ses patients avec la plus grande franchise. Tu m'entends? C'est le docteur. Là on a un problème, ta jambe elle est complètement coincée. Enfin, Véronique et Alexandre. Ils sont les plus jeunes de l'équipe, mais ils savent déjà garder leur sang-froid, On a 91 de fréquence, 97 de 7. même sur les interventions les plus graves. là, le pronostic, on sait pas trop s'il est vraiment engagé. C'est pour ça qu'il faut le sortir rapidement. Pendant 2 mois, nous avons suivi le quotidien de ces urgentistes qui se battent chaque jour pour faire triompher la vie. À 20 km à l'ouest de Pontoise, les équipes de secours continuent de lutter pour désincarcérer le jeune homme victime d'un accident de la circulation. L'une de ses jambes est toujours coincée dans la tôle. Non, c'est bon, tu vas t'en sortir. Angélique, le médecin du SAMU, s'approche pour examiner la jambe. C'est l'enfer en fait, sa jambe, t'as vu comment elle est vraiment dedans quoi. Donc
c'est l'horreur, quoi. Bah, là, on a un petit peu accès et a priori, il y a un écrasement total au niveau du membre inférieur gauche avec voilà, des plaies ouvertes, on voit l'os. Enfin, voilà, c'est de très mauvais pronostics pour la jambe. Tiens-moi la main, c'est bien, t'es courageux. Vu la gravité de la situation, Angélique demande une évacuation rapide en hélicoptère. Mais il faut d'abord trouver une solution pour sortir le jeune homme de la voiture. Et très vite, à chaque minute qui passe, il s'affaiblit davantage. Il parle encore ? Oui, il parle encore, mais il faiblit de plus en plus. Ouais. Toujours orienté, mais là, il en peut plus. Là. J'ai une fréquence cardiaque qui est pas bien, on y va là. On le sort maintenant. Messieurs, il y a le cœur qui commence sérieusement. Allez, on y va, on le sort là. Les pompiers sont toujours aux prises avec la jambe gauche, bloquée dans la portière. Angélique doit prendre une décision, sinon son patient risque de décéder. Ok, et c'est le genou là, donc c'est le tibia. Tibia. On n'arrivera jamais à avoir le pied. J'ai soulevé et tout, Hein? il sent plus rien. Alors je pense Il sent rien à gauche non, là. je pense qu'il sent rien parce On que va tirer. j'ai bougé la jambe. Je vais appeler la régule. On peut pas sortir le pied là. C'est quoi, Ouais, c'est il va falloir le couper. Ouais. Pistouri Ouais. Une décision terrible. La jambe est broyée. Elle n'est plus retenue que par les chairs. Angélique doit terminer de la sectionner pour peut-être sauver la vie du jeune homme. Ouais, j'appelle la régulation là parce qu'on est dans une situation où en fait j'ai eu plus d'accès sur la jambe et en fait la jambe est complètement sectionnée. Hein. Et donc ça tient par les chairs. Et du coup, on va couper. Le médecin de la régulation confirme, il faut agir vite pour tenter de sauver le patient. Reste à annoncer cette terrible nouvelle au jeune homme. Tu m'entends? C'est le docteur. Là, on a un problème. Ta jambe, elle est complètement coincée. D'accord? Je pense qu'il y a beaucoup de chances que tu perdes ta jambe. Allez, courage. Allez, respire. Allez, on y va, c'est bon. On y va, on le sort. Il faut déplacer la famille. Derrière, s'il te plaît. On déplace la famille. Allez, on y va. Vite, vite, vite. Avant d'emmener le blessé en hélicoptère, le médecin doit faire un premier bilan complet de ses lésions. On est au chaud, c'est bien. Allez, on le perfuse. On va lui remettre de l'oxygène. Où est-ce que tu as mal? Angélique pourra ensuite l'orienter vers l'hôpital le plus adapté à ses blessures. T'as mal au ventre quand je touche? T'as mal où là? Bougez pas la jambe, bougez pas la jambe. T'as mal au dos? Je pense que j'ai un hémopneumothorax à droite. Bouge pas ton bras. Vas-y, c'est super. En plus de sa jambe, le jeune homme a des lésions au poumon droit et une fracture du bras. Ok, sécurise la voie, on lui fait un antalgique, on le remplit. Tu peux ouvrir les yeux? Super, super. Du coup, en termes de thérapeutique, on a tout ce qu'il faut. Là, il faut qu'on le coquille. On dit à l'hélico de démarrer. Allez, ça c'est bon, tu peux m'enlever ça, on finit. Pendant que l'infirmière et l'ambulancier finissent de préparer le patient, Angélique doit donner des nouvelles à ses proches. Alors, il a probablement une fracture du bras droit. Probablement un pneumothorax, donc un poumon qui marche pas, mais l'autre marche très bien. Il respire bien, là on l'a pas intubé, il est conscient, hein, d'accord? Et par contre, je pense qu'il va perdre la jambe gauche. Totalement? Non, en dessous du genou. Mais il n'y a plus rien, le pied a été complètement écrasé dans la voiture, hein, d'accord? Donc on va voir. Pour sa famille, c'est la consternation. C'est sa vie qui est importante, d'accord? Allez, vous restez bien avec elle. Moi je l'appelle. Ils sont accablés par la nouvelle. Ce jeune homme était en pleine santé et en quelques secondes, sa vie a basculé. Vas-y, tu peux lui parler, il t'entend et il te parle. Je lui ai dit que tu étais là, d'accord? On va juste descendre. Voilà, on descend de là. Vas-y, viens avec moi. Tu peux ouvrir les yeux, il y a ta copine qui est là, d'accord? Allez, je te laisse. Allez, va. Il y a quelqu'un. Mais sa copine, sous le choc, est incapable de parler. Ça se suit. C'est bon pour moi? Le patient est emmené en réanimation à l'hôpital Beaujon. Un vol d'une dizaine de minutes. Au scanner, les médecins découvriront une fracture de l'omoplate, 6 côtes cassées, ainsi qu'une légère hémorragie cérébrale.
Le jour même, la jambe sectionnée sera opérée et préparée pour la pose d'une prothèse. Tu veux qu'on débriefe, Claude? Après des interventions aussi difficiles, les équipes médicales ont besoin de parler. C'est la première fois qu'Angélique est obligée de prendre une telle décision. Après 9 ans en tant qu'infirmière, elle s'est lancée dans des études de médecine et elle n'est diplômée que depuis 1 an. Alors le choix terrible qu'elle a dû faire aujourd'hui ne la laisse pas indemne. T'as très bien fait. Il fallait prendre cette décision de toute manière. Là, c'était plus possible. Il commence à se dégrader, donc... C'est gentil. Ça fait du bien de se sentir soutenu par son équipe. C'est pas des décisions faciles. Hein. Parce que, ouais, enfin, c'est la première fois, en tout cas, moi, que ça m'arrive. C'est des décisions qu'on prend, mais en un quart de seconde, en fait. Bah, il est jeune, il a 22 ans. Il vient de perdre une jambe. Sa vie, elle est changée. Bon, il est vivant. Parce que déjà, voilà, moi j'essaye de me raccrocher à ça. Voilà. Ouais, sa vie est complètement changée. C'est pas une part de responsabilité, mais voilà, j'étais là, c'est ce qui s'est passé. J'ai fait ce que je pouvais, le mieux que je pouvais, voilà. Maintenant, je pense que c'est la prochaine fois que je vais me coucher où ça va revenir. Là, on a hâte de repartir pour pas trop y penser. Angélique se souviendra longtemps de cette journée. Au SAMU, les équipes côtoient chaque jour le pire et le meilleur, la vie et la mort. Heureusement, la plupart des interventions se terminent bien et certaines, particulièrement heureuses, permettent aux équipes d'oublier les malheurs auxquels ils sont confrontés chaque jour. Le lendemain, Aurélie, médecin depuis 15 ans, est appelée sur une nouvelle urgence. Accouchement ? L'an dernier, 20 000 naissances ont eu lieu dans le Val d'Oise. Et parfois, certaines mamans n'ont pas le temps d'arriver à la maternité. Alors elles appellent le 15. Il est 6h du matin, on part sur un accouchement, une 3e part, c'est-à-dire une dame qui est à sa 3e grossesse, qui a perdu les os, qui a envie de pousser. Une intervention redoutée par tous les urgentistes, même les plus aguerris comme Aurélie. L'accouchement, c'est extrêmement difficile pour moi, en tout cas. Ça peut être risqué, un accouchement à domicile. D'abord, il y a 2 patients. Il y a la maman et le bébé. Là, on ne peut pas faire grand-chose, hein. On ne va pas faire une césarienne à domicile. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines situations où on peut être extrêmement démuni et la seule solution, c'est de rouler extrêmement vite sur les urgences. La dame de 32 ans a des contractions depuis la veille. Elle est à quelques jours du terme, mais elle souffre énormément. Bonjour madame. Bonjour madame. Je suis le médecin. Le bébé semble pressé de venir au monde. Écoutez-moi madame, je vais vous aider à vous déshabiller. Le docteur va regarder où on en est, où est le bébé. D'accord? S'il arrive bientôt ou s'il n'arrive pas bientôt. Ok? Eh, c'est un beau jour, madame. Oh, oui, c'est dur. Donnez-moi là, donnez-moi là. Soufflez. Voilà, très bien. Sérieux? Vous laissez bien tomber les jambes sur le côté, madame. La dame semble sur le point d'accoucher. L'interne vérifie la dilatation du col de l'utérus. On a pas mal de petits symptômes qu'on met bout à bout. Et donc ça nous permet, tous ces éléments réunis, d'essayer de prédire un peu l'imminence de l'accouchement ou pas. Donc là, il vous a dit, mon collègue, hein, a priori, le col, il est en train de s'ouvrir, mais il n'est pas beaucoup ouvert. Ça veut dire que je pense qu'on a le temps pour aller à l'hôpital. La patiente va être conduite à la maternité en urgence. En attendant, elle souffre le martyre. Essayez de ne pas lutter contre la douleur. Vous essayez de souffler et pas lutter. Il ne faut pas vous crisper pour que tout s'ouvre. Pour la soulager, il faudrait faire une péridurale. Mais ce geste technique ne se fait qu'en milieu hospitalier. Alors c'est avec douceur que Sandrine, l'infirmière, tente de la réconforter. Je sais que ça fait mal. Bon, donc monsieur, on va l'amener à l'hôpital.
Du coup, vous restez pour vous occuper des enfants, vous C'est ça. organisez un peu comme voilà. Je l'emmène à l'école, à la crèche. Voilà. Assez rapidement quand même, parce Oui. que c'est son 3e enfant. Bah. Voilà, après ça peut aller très vite hein, pour le 3e. D'accord. Ok. Plus une femme a eu d'enfants, plus le travail se fait vite. Alors pour cette 3e grossesse, Aurélie sait qu'il ne faut pas traîner. Ça passe là? Allez, go. On va sur la chaise. Les pompiers installent la patiente dans l'ambulance du SAMU. Direction la maternité de l'hôpital de Pontoise. Ce que vous faites, c'est génial. Continuez comme ça, c'est nickel. J'en ai ras le bol. Je sais. Je vous dis, je suis passée par là. Donc là, je peux dire, il y a des choses où je peux pas dire, mais là, je sais. Mais malheureusement, il n'y a pas le choix. Il faut qu'il sorte. Sandrine fait respirer à sa patiente un gaz qui atténue la douleur. Mais c'est surtout avec ses paroles qu'elle tente de l'apaiser. Maman, elle aussi, elle sait trouver les mots. Écoutez, essayez de laisser passer votre bébé. Pour ça, je sais que ça fait mal, je vous dis, j'ai accouché sans péridurale. Soufflez, vous contractez pas. Allez, soufflez. Serrez ma main, soufflez. Ouais, super. Vous n'êtes pas toute seule. Entre le gaz anesthésiant et le discours rassurant de Sandrine, la future maman commence à se détendre. Je suis vraiment très fière de vous. Vous savez que dans mon métier, c'est ce que je peux faire. Ça se voit. Vous lui avez parlé à Bébé Chou pour lui dire que vous l'attendiez? Non. Peut-être pas aujourd'hui, vous vouliez pas. Ah, d'accord, ok. Ouais, Demain, c'est l'anniversaire de mon fils. Alors. Ah oui, non, il faut qu'il vienne aujourd'hui là, parce que sinon Ok, ça va c'est 2 créer jours la confusion. différents, bah oui. Je peux lui dire bonjour, bébé? Ah, elle adore, hein. Vous êtes tombé sur... Bonjour, Bébé Chou. C'est pour bientôt, mon cœur, que tu vas rencontrer. Voilà, reste. Là, tu te fais ton petit chemin. Souffle, Elle ma dit bonjour à Tata Sandrine. Voilà. Elle dit bonjour. Allez, respirez, c'est très bien. Des mots tendres pour le bébé qui continue de faire souffrir sa maman. On arrive. Putain, tu fais chier. Dis donc. Ah, madame, moi je crois qu'on parle aux enfants, même quand ils sont dans le Bah, qui se dépêche de sortir, Voilà, j'en ai marre. dites-lui qu'il arrive, qu'il vienne. Dites-lui. Il m'écoute pas. Oui, mais déjà, il vous écoute pas. Non, mais la tête de mute de son père. J'en ai ras le bol. Je veux plus d'enfants, je veux plus accoucher, je veux plus rien. D'accord, madame. C'est fini. Mais là, malheureusement, il va falloir y aller. Je veux plus d'accouchement. Eh ben, dites-vous que ça sera votre dernier. Ah non, cette dernière, c'est pas Eh du ben, tout, voilà. c'est fini, je veux plus. J'en ai marre. Allez, on arrive. Entre rire et douleur, l'équipe arrive enfin à la maternité de Pontoise. Bonjour. On se met où? 12. C'est celle que j'aime bien en plus, la 12, la plus belle des 12. C'est là qu'il y a une plage de sable fin et des cocotiers. Très bien. Non, bah non. Allez, on souffle. Merci beaucoup. Allez, bon courage. Merci. Au revoir. Vous voulez la péridurale? Oui. C'est presque avec regret que Sandrine et Aurélie passent le relais aux sages-femmes. Un accouchement qui se déroule bien, c'est toujours une bouffée d'oxygène entre des interventions souvent plus dramatiques. Ah, ça se termine le plus souvent, heureusement, super bien. Et c'est très joyeux. Le final, ça va être une belle chose, c'est un bébé. Donc, ouais, c'est le petit côté positif qui nous fait encore plus aimer ce qu'on fait. Alors qu'Aurélie et Sandrine repartent pour une nouvelle intervention, la future maman est prise en charge par Maude, Tout doucement. la sage-femme. Tout doucement. Alors, est-ce que ça pousse fort en bas? Ouais. C'est possible qu'on n'ait pas le temps de poser la Non. On va voir. Je peux pas accoucher sans péridurale. Pour le moment, je suis déjà fatiguée. Je sais bien. Je peux pas. Tant que vous rompez pas la poche des os, on a le temps de la poser. D'accord? Je peux pas faire sans péridurale, j'y arriverai pas. On va tout faire pour vous la poser. On va tout faire pour vous la poser. D'accord? Au grand soulagement de la jeune femme, l'anesthésiste parvient finalement à poser la péridurale. Après avoir déposé leurs 2 premiers enfants à l'école, le papa arrive à son tour à la maternité. Bah, c'est toujours mieux à 2, hein. Parce que je peux lui serrer la main, lui écraser les doigts. Le plus dur est fait. La péridurale.
Je me suis dit, si j'ai pas la péridurale, au moment de pousser, je pourrais pas parce que je serais encore plus fatiguée. Ah, c'est sûr. Enfin, j'aurais eu l'impression de passer à côté de mon accouchement, quoi. Parce que si j'arrive pas à pousser, ils vont me le sortir de force. Ça pousse, hein. Je vais pas aller les chercher pour voir. Les contractions s'accélèrent. En tout cas, au niveau des contractions. L'accouchement est désormais imminent. Hop, allez, vous êtes bien là? Elle est passée à dilatation complète, la dame. Il est bien descendu par rapport à tout à l'heure. Allez. Le bébé est enfin décidé à venir au monde. Allez-y, de toutes vos forces en bas. Poussez, madame, poussez. On voit les cheveux là. Allez-y, encore. Vas-y, continue. Super, c'est bien ce que vous faites. Génial. Soufflez tout doucement, soufflez. Prends une petite pause, on récupère. Très bonne partie de la tête vers l'extérieur. Le rythme est bien, hein? Allez-y. C'est un peu rapproché les contractions là. C'est sa tête que vous sentez. Il arrive. Tu vois ses cheveux? Ah bah oui. Oui, en confirme. C'est un petit brin. C'est étonnant. Allez-y, encore. Voilà, comme ça c'est bien. Allez, une dernière fois. Allez, fort. Allez-y, de toutes vos forces en bas. Allez, pour l'épaule. Allez. Super. C'est bon pour la bébé. Félicitations. Félicitations, madame. C'est un beau bébé. Félicitations. Vous avez très bien poussé, hein. Est-ce que vous voulez goûter le cordon? Est-ce que vous voulez? Et c'est la Il va très bien. Bravo, madame. Voilà. Bon ben vous avez géré, hein. Comme une chef. Il est trop beau. Vous le gardez? Ouais. Ah bah non, si tu commences à pleurer, je te laisse ici. D'accord. C'est le dernier ou c'est pas le dernier? Non, c'est le dernier, c'est bon. Jusqu'au prochain? Jusqu'à dans 3 ans. Non, c'est vrai. Ça suffit, 3. Surtout que je suis enfant unique, alors 3 enfants, c'est génial. Alors comment vous allez l'appeler finalement? Johan. Johan pèse 3,950 kg et mesure 52 cm. Un beau bébé en pleine forme. 3 jours plus tard, il rejoindra ses frères et sœurs à la maison. Chaque année, la maternité de Pontoise réalise près de 5000 accouchements. 2 jours plus tard, c'est un accident de la route qui va mobiliser le SAMU. Un des accidents que craignent toujours les médecins en pleine heure de pointe. Car le Val d'Oise n'est qu'à une trentaine de kilomètres de Paris et le prix de son immobilier est très attractif. Du coup, chaque matin, les habitants convergent vers la capitale. Des automobilistes stressés, pressés d'arriver au travail. Alors forcément, il se produit souvent des accidents. L'an dernier, ils ont fait 40 morts et 1500 blessés dans le département. Et justement, ce matin, un carambolage vient d'avoir lieu. Ce jour-là, c'est Alexandre, un jeune médecin de 28 ans qui est de garde. On part sur un accident de la voie publique, un AVP, avec 2 véhicules impliqués, un véhicule léger et un poids lourd. Il y aurait a priori des informations qu'on a 2 victimes, un patient qui serait grave, on n'a pas plus de détails, et un patient en arrêt cardiaque. C'est toujours le stress, qu'on ait l'habitude, qu'on n'ait pas l'habitude, par définition on ne sait pas sur quoi on va arriver, donc il y a toujours du stress. Surtout qu'Alexandre est diplômé depuis seulement 6 mois. Il n'a encore jamais géré seul un grave accident de la route, une intervention souvent compliquée, où les victimes peuvent souffrir de multiples traumatismes. Alors dans l'ambulance, le stress est palpable. Il s'arrête comme un couillon là, putain! Putain, le gars, il s'arrête en milieu de la D14, descend de sa bagnole pour récupérer son truc, mais L'accident a eu lieu sur cette route à 4 voies qui relie Paris à Rouen. Un axe très fréquenté à cette heure-ci. Des poids lourds qui commencent leur journée, des automobilistes qui se rendent à leur travail. L'accident a créé un énorme embouteillage. Et l'ambulance a du mal à se frayer un chemin. non, on peut pas passer, putain, bougez-vous là! Pourtant, pour Alexandre et Louise, chaque minute compte.
Dans les arrêts cardio-respiratoires, la rapidité de la prise en charge est cruciale. Allez, enlève les plombs. Si, on va essayer de te faire avancer, ouais. Go, on descend, vous avez le gilet, hein. 5 minutes plus tard, ils arrivent enfin sur place. Une voiture a percuté un camion. Le choc a été violent. Le toit de la voiture et tout le côté droit ont été complètement arrachés. Oh putain. Il n'y en a pas un, on l'arrête. Il n'y a pas d'autres victimes? A priori, c'est le seul. C'est le seul? Pour moi, c'est le seul. Les informations données à Alexandre étaient erronées. Pas de victimes en arrêt cardiaque et il n'y a qu'un seul blessé, le conducteur de la voiture. Grosse douleur cervicale, grosse douleur lombaire. Il est conscient? Il est conscient. À notre arrivée, il était inconscient. J'ai un gros saignement au niveau de la tête. En fait, il y a un bout de ferraille qui est rentré au niveau de sa tête. J'ai une grosse embarrure là au niveau du front. Et par contre, il n'est pas figé à l'intérieur. D'accord. Le jeune homme est un miraculé, même s'il est grièvement blessé. Le chauffeur du poids lourd, lui, n'en revient toujours pas. Bah en fait, je suis tombé en panne et le temps de me garer sur le côté et de sortir par la droite, ce qui est normal quoi, pour pouvoir prendre le triangle, j'ai entendu un gros boom, le camion a bougé et il est rentré dans l'arrière du camion à gauche. Voilà. Moi j'arrive juste derrière, puis j'ai vu la patte. Vous avez une idée de la vitesse de la voiture? 90 cm. Le jeune homme roulait-il trop vite? A-t-il eu un moment d'inattention? Ce qui préoccupe avant tout Alexandre, c'est qu'un choc à cette vitesse peut créer des lésions internes graves, comme des hémorragies dans le ventre. On a 91 de fréquence, 97 de sat. Pour l'instant, l'état du conducteur reste stable, mais il souffre énormément. Monsieur, on va vous donner quelque chose. Quelque chose dans la bouche, vous allez respirer comme une cigarette électronique, d'accord? C'est pour la douleur, voilà. Allez monsieur, respirez bien fort, ça va vous faire du bien. On est là, on s'occupe de vous. Depuis plusieurs mois, les équipes de Pontoise utilisent un nouveau gaz anesthésiant. Il aide les victimes à supporter la douleur en attendant la pause de la perfusion. Une victime qui est consciente mais qui a une grosse embarrure, une grosse plaie au niveau du front. Donc dans ces cas-là, on pense vraiment à un saignement cérébral. Donc il faut aller vite. La plaie à la tête est impressionnante. Alexandre craint une hémorragie cérébrale qui engagerait le pronostic vital du patient. Il faut faire vite car le conducteur souffre de plus en plus. Vous avez mal juste au cou, est-ce qu'il y a un autre endroit qui vous fait mal? La tête? Derrière. Derrière le dos, d'accord. Des douleurs qui font redouter à Alexandre des lésions au niveau des cervicales et des lombaires. Il réalise immédiatement des tests qui vont lui permettre de faire un premier diagnostic. Vous sentez là quand je vous touche la main là? Là vous sentez ou pas monsieur? Ouais? Vous arrivez à serrer la main? Serrez un peu, parfait, super. Vous pouvez essayer de bouger le pied un peu là? Ok, parfait. Il y a une bonne sensibilité aux 4 membres. Les premiers résultats sont encourageants. Avant que les pompiers ne sortent le conducteur de la voiture, il faut protéger sa colonne vertébrale. On pose une attelle cervico-thoracique. C'est pour vraiment maintenir l'axe tête, cou et colonne vertébrale. C'est vraiment pour sortir le plus droit possible. Le moindre faux mouvement et sa moelle épinière pourrait être abîmée, ce qui causerait une paralysie. Alors, il faut allier douceur et rapidité. Il faut aller le plus rapidement possible, tout simplement parce que s'il saigne, chaque minute qui passe, bah c'est du délai où c'est irrécupérable, où il peut y avoir des lésions qui sont irréversibles, qui ne sont pas récupérables au bloc. Regardez au niveau du volant, ça va. En sortant le patient de la voiture, Alexandre découvre une blessure au bras, sans doute une fracture. Monsieur, entre 0 et 10, la douleur, vous l'avez à combien là? Lâchez votre poignet là, c'est ça. Monsieur? C'est le bras. On peut mettre une attelle bras droit s'il vous plaît? Sa fracture, elle est là. Elle est là? Ouais. Ok. On va l'immobiliser, ça va vous soulager. Une autre voie. Pendant que l'équipe médicale prend en charge la victime, la carcasse de la voiture est évacuée pour dégager la route. Apparemment, les motards sont dans le coin. Bah, dès qu'on peut, on y va. Hein. Ok. Devant la gravité de l'accident, Alexandre a demandé le transfert du blessé à l'hôpital Beaujon, près de Paris, à 30 km de là. Pour s'y rendre au plus vite, les motards de la police ouvrent la route. Allez, tenez bon. On va à l'hôpital, tout va bien se passer. Vous avez eu de la chance, monsieur, hein?
Vous avez eu de la chance, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Hein? Là, vraisemblablement, il y a votre os qui est probablement fracturé là au niveau de la tête, mais je pense que ça saigne à l'extérieur, ça saigne pas dans la tête. Hein? Il va falloir vérifier. Mais en tout cas, vu comment vous êtes conscient, comment vous bougez, etc., c'est vraiment rassurant. Alexandre est plutôt optimiste sur l'évolution de son patient. Petit à petit, l'homme commence à reprendre ses esprits, mais il ne garde aucun souvenir de l'accident. Vous bossez ce soir ou pas? Je pense que là, pour ce soir, non, là, ce soir, vous ne travaillerez pas. Vous n'avez aucun souvenir de ce qui s'est passé? Enfin, vous avez effectivement ce qu'on appelle un traumatisme crânien, donc forcément, vous pouvez avoir une amnésie. Je ne me rappelle pas d'avoir fait quelque chose de ça. Pas de déficit sensitif, qui est à l'arrêt, qui était en panne, mais il n'y a personne d'autre de blessé. Bon, évidemment, votre voiture n'existe plus, hein, par contre. Voilà. Ouais. Vous vouliez changer, non? Vous vouliez changer de voiture ou pas? Il y a des solutions moins radicales, mais la voiture, non, il faut l'oublier, là. Une blague qui pourrait sembler malvenue dans ces circonstances, mais l'humour fait aussi partie de la prise en charge. Ça permet de rigoler un peu aussi des choses, des fois ça permet de faire baisser la pression un peu de tout le monde, parce que le monsieur il va préférer aussi te dire bah si je rigole je suis en vie, donc c'est aussi l'enjeu c'est que la personne soit quand même en vie malgré la gravité de la chose. Et ça permet de dédramatiser, de relativiser un petit peu l'événement qui est toujours choquant et qui marque. Le rire, c'est anxiolytique, c'est antidépresseur. Il y a des gens qui ont des thérapies par le rire. Pourquoi est-ce qu'on n'appliquerait pas ça? C'est simple, il n'y a pas d'effet indésirable. Pourquoi ne pas s'en servir? Au contraire, il faut en user, en abuser. Le patient est emmené dans le service de réanimation de l'hôpital Beaujon. Le scanner ne montrera aucune lésion grave à la tête, mais il révélera 5 vertèbres lombaires fracturées. L'homme sera opéré dans la journée. Au vu de la gravité de son accident, le jeune homme s'en tire à bon compte. Un soulagement pour toute l'équipe médicale. On est satisfait. Quand on part, il nous remercie, il nous dit bon courage, donc je pense que il est quand même, on l'a bien pris en charge. Déjà quand les gens disent merci, voilà, ça nous fait du bien. Ouais, on se lève le matin pour se rendre utile. Et je pense que on a été un peu utile à ce patient. Être utile, voilà ce qui motive les urgentistes à enchaîner les interventions, même si certaines d'entre elles leur laissent parfois des cicatrices. Dans la situation, notre sensibilité, on la laisse en retrait. Par contre, elle peut revenir un peu a posteriori, une fois après une situation un peu délicate, parce qu'il y a des situations parfois qui peuvent nous mettre un peu face à nous-mêmes et face à nos vies, à nous. Enfin, moi, je suis tout à fait d'accord. Les années passent, on se fait de l'expérience, mais on se fait aussi, entre guillemets, des casseroles au cul, parce qu'on vit des choses pas forcément faciles. Mais si on peut rendre service aux gens et si on peut leur être profitable, bah alors ouais, pourquoi pas se lever tous les jours? Au contraire, tout le monde devrait faire ça. Encore jeunes dans la profession, Alexandre et Louise ont déjà appris à se protéger. Mais malgré cette carapace derrière laquelle les urgentistes se retranchent, le métier ne les laisse pas indemnes. Retour à l'hôpital. Il est 11h30, Aurélie et ses collègues passent à table. Il est encore tôt, mais elles savent qu'ensuite, elles n'auront peut-être plus le temps de déjeuner. Le prochain départ, il est pour nous. Donc ça peut être dans 2 secondes ou dans 2 heures. Donc, dans le doute, on va faire comme si c'était dans 2 secondes. Donc au cas où, estomac plein. Mais c'est vrai qu'on ne sait jamais vraiment à quelle heure on va manger. Mais on finit toujours par manger un moment, hein. Je te rassure. Surtout quand on s'appelle Aurélie. C'est pas possible de travailler avec elle quand elle a l'estomac vide. Par contre, effectivement, quand j'ai l'estomac vide, je suis pas forcément toujours très aimable. Enfin, faut que ça aille vite, quoi. Ces repas en commun sont aussi des moments d'échange. Le meilleur moyen pour décompresser, pour parler entre collègues de ce métier si envahissant. Mais comment je vais? T'as l'impression que tu vis bien toutes les inters que tu fais et que tu cloisonnes bien. Ce qui se passe au travail, ce qui se passe à la maison. Mais c'est les enfants qui me le disent. En disant, de toute manière, maman pense toujours au pire. C'est vrai, dans le sens où je me souviens que quand mes enfants étaient plus jeunes, en âge d'être dans les sièges auto, là, mes parents se foutaient assez régulièrement de moi en me disant que mes mômes, ils étaient harnachés comme ça dans la bagnole. Et je leur disais, oui, mais tu te rends pas compte quand même, s'il y a un accident, il faut qu'ils soient bien attachés. Effectivement, peut-être qu'on est un peu plus strict sur certains trucs. Il y a des parents, ils y pensent même pas, quoi.
tranquille, Ouais. maman, ça va bien se passer. Mais t'as le père Morgane, elle laisse faire, quoi. Pourquoi toi, ça te pose un problème? Parce que je sais que ça... Pourquoi tu veux pas que j'ai un scooter? Ah là là, Alors, c'est ça. T'as des garçons. J'ai quelques inters en souvenir et effectivement, il n'y aura pas de scooter. Globalement, c'est vrai qu'on envisage toujours l'aspect un peu dangereux des situations à risque, peut-être plus facilement, effectivement, parce que nous, on le vit au quotidien, ça c'est sûr. Et ce quotidien, souvent difficile, ne va pas tarder à se rappeler à elle. Pendant qu'Aurélie et ses collègues sont en pause, un étage plus haut, la salle de régulation est en ébullition. Le SAMU du Val-d'Oise, bonjour. C'est ici qu'arrivent tous les appels au 15. 9 assistants médicaux et 2 médecins régulateurs répondent au téléphone 24 heures sur 24. Je vous envoie les secours immédiatement. Près de 2000 appels chaque jour. Et il y a quelqu'un avec vous là? En quelques minutes, ils doivent juger de la gravité de chaque situation. C'est quoi comme couteau qu'elle a utilisé? Ça saigne toujours? Quelqu'un peut m'envoyer les pompiers à Beauchamp? Et les appels les plus redoutés sont sans aucun doute ceux qui concernent les arrêts cardiaques. Il respire ou non? Mais on est sûr qu'il respire? Et justement, un appel vient de tomber. Lors d'une balade en forêt, un promeneur a découvert un homme à terre, inanimé. Sa poitrine et son ventre se soulèvent? Non. Vous savez faire le massage cardiaque? En 1 minute, Sophie, l'une des assistantes régulatrices, prend conscience de la gravité du cas. Elle guide son interlocuteur pour réaliser le massage cardiaque. Un geste essentiel qui peut sauver la vie du blessé. Vous le mettez donc au sol et on appuie, on relâche. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Continuez, ne vous arrêtez pas, c'est les pompiers qui prendront le relais. D'accord? Surtout, ne vous arrêtez pas, vous continuez. Fin de la pause déjeuner pour Aurélie. Elle doit partir en urgence avec Estelle, l'infirmière. L'accident a eu lieu à 15 km de là. Donc a priori, 50 ans en arrêt, hein. C'est jeune, hein. L'équipe du SAMU file à toute vitesse vers le lieu de l'accident. Pour un arrêt cardiaque, chaque minute qui passe est une chance de survie en moins. Ce qui sauve, c'est évidemment d'alerter le 15 en premier et ensuite de faire le massage cardiaque qui va permettre de garder une circulation du sang et ça va permettre de continuer à oxygéner le cerveau. Le massage cardiaque avant l'arrivée des secours est essentiel. Sans ces premiers gestes, peu de victimes survivent. Chaque année, près de 50 000 personnes décèdent d'un arrêt cardiaque en France. 10 fois plus que pour les accidents de la route. T'as le téléphone? Allez, go. L'accident a eu lieu en pleine forêt. Un énorme handicap pour le SAMU. Et on sait même pas si c'est par là. On va trouver, hein. Ouais. C'est bien gelé, attention. Alors que la moindre minute compte, Aurélie se retrouve à chercher la victime au milieu des bois. Ah ouais, comment ils veulent qu'on trouve là? Donc là... Les pompiers! Ben là, on est à un embranchement dans la forêt. Donc on a une chance sur 2 de se planter, donc on attend que les pompiers viennent nous chercher. Un contretemps qui stresse toute l'équipe. D'accord, parce qu'on est dans un embranchement, là, il y a plein de chemins qui partent à droite à gauche, on n'a rien du tout. Bah on perd du temps là. Hein. Et plus ils perdent de temps, plus les chances de sauver le patient s'amenuisent. Quelques minutes plus tard, un pompier les rejoint au pas de course et les dirige aussitôt vers la victime, à plus d'1 kilomètre de la route. Il y a quelqu'un, un témoin? Eux, ils l'ont découvert comme ça. Ah, il n'était pas avec eux. Non, du tout. Le témoin n'a pas vu la victime faire son malaise. Une mauvaise nouvelle pour Aurélie. C'est un patient qui a fait un arrêt cardiaque et qui a été trouvé par des témoins au sol. Donc on ne sait pas du tout combien de temps il est resté en arrêt cardiaque. Plus il reste longtemps avec un cerveau pas oxygéné, plus les chances de récupérer une fonction cérébrale normale s'amenuisent. Hein. Bonjour monsieur, dame, je suis le médecin. Hein. C'est vous qui l'avez trouvé? Il y a combien de temps? Maintenant, Quelle heure ça il doit est faire là? une bonne demi-heure.
Ouais. J'ai pratiqué tout de suite les... Vous n'étiez pas avec lui en train de vous prendre, non, vous l'avez trouvé. On arrivait, il était allongé. D'accord, vous le connaissez pas? Non, il était encore chaud. Chaud, d'accord. J'ai fait le bilan, moi je suis psychologue du travail, donc Ouais. il était en arrêt cardio-ventilatoire. D'accord. Donc j'ai fait massage cardiaque. D'accord, très bien, super. S'il est encore chaud, ça veut dire qu'il a fait un arrêt il n'y a pas très longtemps, tu vois. Donc, on continue. Aurélie garde l'espoir. L'arrêt cardiaque semble récent. Pour le vérifier, elle prend la température de la victime. Il dit 35 degrés. Bah donc c'est pas très froid hein, par rapport à la température extérieure. Donc on continue. L'homme serait en arrêt depuis peu. Sinon, sa température serait plus basse. Est-ce que vous pouvez me brancher la spie, s'il vous plaît? Aurélie espère faire repartir son cœur. Voilà, c'est bon. Elle place le patient sous ventilation artificielle pour lui apporter de l'oxygène. Là, donc on lui a mis un tuyau dans la gorge qui va jusqu'au poumon pour améliorer l'oxygénation, voilà. Et puis ma collègue, elle lui a posé une perfusion dans la veine pour passer de l'adrénaline. L'adrénaline est un médicament qui va aider à faire repartir le cœur. Vas-y, arrête 2 secondes. Il a jamais... Ouais, continue. Au massage, est-ce que quelqu'un peut relayer? Depuis leur arrivée, pompiers et médecins se relaient pour réaliser le massage cardiaque. Là, on est à 1 heure de... 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure, ça fait 45 minutes. 45 minutes, ouais, on a trouvé à moins le quart. 45 minutes d'effort pour sauver la vie de cet homme. Mais pour le moment, aucun signe de reprise du cœur. Là, les constantes sont pas bonnes. On injecte régulièrement de l'adrénaline, mais là, je pense que malheureusement, c'est mal engagé. 15 minutes plus tard, Aurélie est obligée de se rendre à l'évidence. Bon, ouais, on va lui mettre une petite couverture, on va arrêter l'arrière, les gars. On arrête. Ça fait 1 heure. C'est même plus que ce qu'on fait habituellement. Selon le protocole, au bout de 35 minutes, les médecins arrêtent la réanimation. Souvent, ils vont au-delà, car ils vivent toujours ces décès comme un échec. C'est toujours rageant quand on n'arrive pas à les récupérer. Hein, ça. Malheureusement, c'est la vie, quoi. Hein. C'est comme ça. Des drames qui font partie du métier d'urgentiste. Il faut essayer d'éviter de se projeter en se disant ça pourrait être ma grand-mère, ça pourrait être mon fils. Là, sinon, on vit plus. Hein. Et puis, en plus, on ne peut pas être opérationnel. Hein. Ah bah, il faut se protéger. Hein. Dans la mesure du possible, il faut essayer de ne pas mettre trop d'affect. De l'empathie, mais pas trop d'affect. Savoir se préserver fait aussi partie du métier. Malgré tout, certaines interventions laissent plus de traces que d'autres. C'est une intervention, malheureusement, ça fait partie un peu de notre quotidien. Hein. L'arrêt cardiaque qu'on ne récupère pas. On en fait plein. Mais le monsieur, on ne l'a pas vu, il ne nous a pas parlé d'emblée. Donc c'est pas pareil que quelqu'un qui nous parle et qui fait l'arrêt et qu'on n'arrive pas à réanimer. Déjà, c'est pas pareil. Ou un arrêt avec les enfants autour ou la famille autour. Ou voilà. Ouais, c'est surtout, je trouve, dans le contexte. On va avoir beaucoup de... Parfois, c'est un peu choquant, le contexte. Moi, je me souviens d'un arrêt, justement, chez une dame qui a été retrouvée par ses enfants. Et c'était des jeunes enfants. Et là pour le coup, la dame, on ne l'a pas récupérée. Et, avant de repartir, on essaye de discuter un petit peu avec les enfants. Et enfin, voilà, moi, je me souviens de la petite, là, elle avait 11 ans. Et elle me demandait, mais pourquoi est-ce que vous sauvez les autres et pas ma maman? Bon, ça... c'est compliqué. Voilà. Pendant les jours qui suivent, le SAMU 95 enchaîne les interventions à un rythme toujours effréné. Plusieurs fois par jour, il porte secours à des personnes en détresse. Il y a un bébé qui arrive. Il a quel âge, le bébé? C'est très bien. Et on met le joli masque. Feu d'habitation, chute, acte désespéré. Il y aurait une tentative de suicide par noyade. J'ai froid, ça. Il est à 31 degrés. Mais ce qui occupe surtout les médecins, ce sont les accidents de voiture.
Car la série noire continue sur les routes du Val d'Oise. Piétons renversés. Elle a renversé le monsieur qui traverse au piéton. Il a perdu connaissance 10 minutes. Ou glissade sur le verglas. T'as mal quelque part? Ici? Ici? Les catastrophes s'enchaînent et c'est loin d'être fini. Sur certains accidents de la route, les complications surviennent parfois quand on ne s'y attend pas, quand on croit la victime tirée d'affaire. Il est 7 h du matin. Un homme vient de perdre le contrôle de son véhicule et il est venu s'encastrer dans cet escalier. Ah oui, il a bien tapé quand même. Véronique est médecin urgentiste depuis 1 an seulement. Pour l'épauler, elle peut compter sur Sophie, une infirmière expérimentée. Mais là, il s'est bien mis dedans. Ouais. Le monsieur, pour le moment, il est conscient. Par contre, on a un truc qui nous inquiète, c'est qu'il a des grosses sueurs depuis qu'on est arrivé. Il a un regard qui ne faut pas du tout. Ouais, voilà. Maintenant, il sent les 4 membres et ils sont pas bloqués complètement. Il sent qu'il peut les bouger quand même. D'accord. Bonjour monsieur. Nous sommes l'équipe médicale, on va s'occuper de vous. Hein. Est-ce que vous avez mal quelque part? L'homme est conscient, mais toujours coincé dans sa voiture. Pendant que Sophie s'occupe du blessé, Véronique s'informe sur les circonstances de l'accident. A priori, il venait de là. Et ensuite, on ne sait pas pour quelle raison, mais il est arrivé tout droit dans le mur. Est-ce qu'il a fait un malaise? Est-ce qu'il a fait un AVC? On ne sait pas trop. Malaise ou accident vasculaire cérébral, il faudra déterminer les raisons de cet accident. Mais pour l'heure, la priorité, c'est d'établir un premier bilan de ces lésions. Monsieur, pourquoi vous faites ce bruit-là quand vous essayez de respirer? Vous avez une gêne ou pas? Vous avez une gêne respiratoire? Oui. Il se plaint de douleurs aux côtes. De douleurs aux côtes? Ouais, à 6 sur 10. Ouais. Il est remonté à 87 de SAP sur 15 mètres. Véronique est inquiète. Le blessé respire très mal. Le choc pourrait avoir créé de graves lésions au niveau pulmonaire. À part les côtes, monsieur, vous avez mal ailleurs? Vous avez mal où, monsieur? Le ventre? Oui? Le problème, c'est que les secouristes ont beaucoup de mal à accéder aux patients. Ils doivent se contorsionner pour lui administrer le moindre soin. Bah là, on est un peu bloqué. En fait. Le patient est aussi bloqué, donc pour l'examiner, là, c'est pas évident. Un seul dessus, toi tu me finis le pare-brise devant. Pour le moment, les pompiers sont les seuls à pouvoir agir. Ils doivent désincarcérer l'homme au plus vite. L'unique solution, découper le toit de la voiture. Un travail difficile et dangereux. Ça va? Vous êtes là? Il a des douleurs qui s'accentuent, il a de plus en plus mal au niveau des côtes. Il a un regard dans le vide, dans le vague, un regard... en fait, il regarde rien, quoi. L'état du patient s'aggrave et les pompiers ne parviennent toujours pas à le sortir de son véhicule. Ça suit ou pas là? Après 1 heure de travail acharné, les pompiers parviennent enfin à enlever le toit. L'équipe médicale peut accéder aux patients. Ça va? Répondez-moi. Monsieur? 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 Vous êtes là? Ouais, super. Il répond toujours aux questions, il est toujours avec Doucement. Allez, quand vous voulez. Les pompiers peuvent maintenant extraire le blessé de la carcasse. Les jambes, ça suit? Attention pour tirer. Tirez. Allez, on peut poser, on peut allonger la planche, les gars. Le conducteur est emmené sans plus attendre aux urgences de Pontoise. La crainte de Véronique, c'est qu'un organe ait été touché et que l'homme souffre d'une hémorragie interne. Il va être passé immédiatement au scanner. Donc pour l'instant, au niveau de la tête, il n'y a pas de saignement. Pour le ventre, en revanche, le radiologue alerte le médecin. Il a découvert un hématome. Et il y a quand même du liquide dans le ventre, avec des petites artères qui ont pu saigner un peu. L'épanchement, il est où? Il faudra quand même se méfier de son ventre, surtout que tu m'as dit qu'il était distendu. Donc, oui, bah oui. Les images révèlent aussi un traumatisme au niveau du thorax. Plusieurs côtes sont fracturées.
ouais, très... Et puis là aussi. Ici, bien sûr, tout à fait. Il en a 5. Un hématome, des côtes cassées. Finalement, l'homme ne s'en tire pas si mal. Mais soudain, Sophie, qui n'a pas quitté son patient des yeux, s'inquiète. T'as vu comment il respire? Oui. Je suis d'accord, il a une respiration abdominale. Une respiration difficile, puis la tension, qui chute soudainement. Il a 6 de tension. Xavier, L'équipe est obligée d'interrompre le scanner. Serrez la main droite, là. Serrez-moi la main. Il répond pas. Monsieur Monsieur, restez avec nous. Il faudrait qu'on l'assoie déjà, parce que je pense que la position à manger, on ne l'arrange pas du tout. Non, il n'y a pas de souci. On commence à se dégrader, c'est lié à sa gêne respiratoire à cause de la contusion pulmonaire liée aux fractures de côte. On s'est fait un peu peur, on va dire. Monsieur, on va aller aux urgences. On va vous brancher un appareil pour vous aider à mieux respirer, d'accord? Quelques heures plus tard, devant ses difficultés respiratoires, le patient sera intubé et placé en coma artificiel. Il restera près de 3 semaines hospitalisé avant de pouvoir enfin rentrer chez lui. Chaque année, Véronique, Angélique, Aurélie, Alexandre et leurs collègues du SAMU 95 réalisent plus de 4000 interventions au service de la vie.